Je m'appelle Miles Trenham et j'ai servi 22 ans dans le corps des marines des États-Unis. J'ai porté le poids de chaque déploiement, de chaque combat, de chaque lever et coucher de soleil passé sur le pont d'un navire marchand ou au cœur du territoire ennemi. J'étais chargé de médailles et de cicatrices, et j'étais fier. Mais dès que j'ai raccroché l'uniforme, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis rentré chez moi en m'attendant à être honoré et respecté. Au lieu de cela, j'ai trouvé murmure et jugement. Mon ex-femme Janelle était passée à autre chose en un clin d'œil. Moins de 30 jours après ma libération, elle a demandé le divorce, me qualifiant d'instable, d'inapte, de fardeau. Elle a dit à son avocat que je n'étais qu'un ancien combattant sans abri, un fardeau trop brisé pour élever notre fils ou gérer ma propre vie. Même la pension pour laquelle je m'étais battu pendant des décennies lui revenait soudain. Le jour de l'audience, je me tenais à quelques pas de moi dans le couloir, vêtu d'un manteau de toile vert délavé qui exhalait une légère odeur de diesel et de terre. J'avais dormi dans mon camion devant le bureau de poste pendant des semaines, travaillant 4 heures par jour comme agent de sécurité de nuit et dormant sous une couverture marine usée dès que j'avais 1 heure de libre. Mes vêtements étaient rugueux. Mon regard était fixe, mais dans l'ombre. J'ai mis la main dans ma poche et touché le papier plié. Une preuve qu'elle n'avait jamais vu venir. Une preuve qui briserait ses accusations et révélerait la fraude de son père. J'ai pris une inspiration, me suis adossé au mur et suis entré dans la salle d'audience. À l'intérieur, la pièce bourdonnait de bavardages discrets. Les murs lambrissés étaient tapissés de peintures à l'huile solennelle représentant d'anciens juges. Le banc du juge de la baie verte brillait sous les lumières incandescentes. Et là, perchés tels des vautours, étaient assis les parents de Janelle, Gerald Hartridge, un avocat d'affaires qui négociait les fusions comme des coups d'échec, et Maureen Hartridge, dont la coiffure impeccable et les robes sur mesure pouvaient faire taire n'importe quelle pièce. Leurs lèvres se sont retroussées en un sourire satisfait en me voyant. J'ai entendu le sifflement discret de Maureen. Regardez-le comme si j'étais une pièce exposée. Gérald fit un signe de tête au bailli, qui refusa de me regarder dans les yeux. Je me dirigeai vers ma place assignée à la table de la défense, posai mon sac cabossé par terre et posai les mains à plat sur le bois poli. Je refusai de laisser leur dédain ébranler mon sang-froid. Ma plaque d'identité militaire flottait sous ma chemise, me rappelant que je n'avais jamais été vraiment invisible, que j'avais survécu à pire. De l'autre côté de l'allée, Janelle était impeccable dans un tailleur pantalon anthracite, les cheveux tirés en arrière en un chignon lisse. Elle me lança un regard furtif, un pied prêt à me marcher dessus comme une botte de bourreau. Le juge, un homme grand, au regard grave et aux cheveux argentés, entra. Il appela la salle d'audience à voix basse, les menottes claquant. Il jeta un premier coup d'œil à Janelle. Lorsqu'il lui demanda ses prétentions, elle se leva et prononça son discours préparé. « Votre honneur, monsieur Trenham, est instable. Il est sans abri depuis des mois. Je crains pour la sécurité de notre enfant dont il a la garde. Je demande la garde complète de notre fils, tous les droits de propriété et le contrôle de la pension d'ancien combattant de monsieur Trenham pour notre subsistance. » Elle s'exprima avec une émotion tremblante, et Maureen s'essuya les yeux avec un mouchoir. Gérald griffonnait des notes. Je les observais sans bouger. Je ne l'interrompis pas. Mon heure viendrait. Lorsque Janelle eut terminé, le juge tourna son regard vers moi. Je lissai mon manteau, fouillai dans ma poche et en sortis le papier plié. C'était un document fédéral notarié, un contrat révélant que Gerald Hartridge avait falsifié ma signature pour transférer la copropriété de notre maison et de notre pignon au nom de sa fille. Une manœuvre frauduleuse visant à m'effacer complètement. À cela s'ajoutaient des relevés bancaires, des documents hypothécaires et des notifications de l'IRS montrant que des versements de pension avaient été détournés illégalement. Des preuves d'usurpation d'identité, de fraude hypothécaire et de détournement de fonds de pension, le tout orchestré par la famille de Janelle m'avait dépeint comme un vagabond. Avec un calme délibéré, je me suis levé. J'ai déposé le papier sur le bureau du juge. Pas de fanfare, pas d'accusation, juste le poids froid de la vérité. Le papier était entre nous comme une mine prête à exploser. Le juge le ramassa, les sourcils levés en lisant. Janelle se figea. Gérald se pencha en avant, les lèvres entr'ouvertes. La main de Morin se figea au milieu d'un geste. Le silence s'élargit, ravalant chaque supposition murmurée. Puis le juge prit une profonde inspiration et dit, « Verrouillez les portes. Personne ne quitte cette pièce. » Sa voix portait la fermeté d'un chef d'escouade donnant des ordres. À cet instant, je sentis chaque goutte d'adrénaline et de soulagement me submerger.
L'huissier se mit au garde à vous, fit signe, et les portes claquèrent. La salle d'audience, autrefois théâtre du ridicule, se remplit d'une tension palpable. Les lèvres de Janelle s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Gérald laissa tomber son épingle. Les fausses larmes de Morin disparurent. Le rapport de force, si méticuleusement construit par la richesse et l'influence de Hartridge, s'effondra en un instant. Le juge leva les yeux du document et balaya la salle du regard. Il s'adressa d'abord à Janelle, d'une voix basse mais inflexible. Mademoiselle Hartridge, ce document indique que vous avez sciemment présenté de fausses déclarations et effectué des transactions financières frauduleuses contre votre conjoint. Cette allégation déclenche une enquête fédérale pour fraude hypothécaire et vol de pension d'anciens combattants. Il marqua une pause et la fixa du regard. Jusqu'à nouvel ordre, il vous est interdit de céder vos biens ou de contacter Monsieur Trinum ou votre enfant. Le visage de Janelle pâlit. Elle ouvrit sa porte. La bouche refermée. Aucun SMS ne pouvait réécrire ce moment. Aucun mémoire d'avocat ne pouvait contrecarrer la preuve froide et irréfutable que je détenais. Gérald se leva en s'éclaircissant la gorge, mais le juge lui fit signe de s'arrêter. J'entendrai d'abord les requêtes du conseil de Monsieur Trinam. J'étais assis, la poitrine haletante, lorsqu'Aubrey Mendes, mon avocate bénévole, s'avança. Elle ne portait pas de marque de créateur, mais son costume lui allait impeccablement et sa détermination calme rivalisait avec celle de n'importe quel général sous les ordres duquel j'avais servi. Elle exposa le reste des preuves. Des chaînes de mails de Gérald au responsable de la banque. Des enregistrements vocaux de Janelle se vantant d'avoir fait le ménage et des images de surveillance me montrant devant l'école de Lucas laissant des soldats en bois sculptés. Des vestiges de mon dévouement jamais jetés par l'enseignant qui les avait conservés dans une boîte aux lettres. Chaque pièce démontait le récit de Janelle sur le danger et l'instabilité. Lorsqu'Aubrey eut terminé, la salle d'audience semblait aseptisée, dépouillée de tout prétexte. Le juge hocha la tête, empilant les pièces à conviction. Compte tenu de ces nouvelles preuves, dit-il, je suis annulation des ordonnances provisoires précédentes. Les droits de garde et de résidence seront réexaminés lors de la prochaine audience, mais le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants de croire que M. Trinum a été diffamé et victime d'actes frauduleux. Le domicile familial restera sous contrôle conjoint, et les indemnités de dispersion de M. Trinum seront immédiatement rétablies. Alors que le juge s'abaissait, j'ai respiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de soulagement après des mois de tension. J'ai entendu le nom de Lucas sur les lèvres du juge. Mon fils était nommé, mes droits reconnus. J'ai senti une sensation de froid et de dureté fondre en moi. La fierté retrouvée, l'honneur restauré. Janelle était assise, les épaules affaissées, le regard perdu dans la défaite. Gérald et Maureen ont échangé des regards incrédules. Leur empire de mensonges était en ruine sur le bureau du juge. Lorsque le juge a ajourné l'audience, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Je me suis retourné, baissant la tête pour ne pas attirer l'attention. J'ai ignoré les journalistes dehors, mais je n'ai vu que le sourire rassurant d'Aubrey. J'ai jeté mon sac sur mon épaule, j'ai dépassé Janelle, stupéfaite, et je suis sorti. Chaque pas était une reconquête de l'homme que j'étais autrefois et du père que je refusais d'être. Je n'avais pas vu Lucas, notre fils de 10 ans, depuis 3 longs mois. 3 mois depuis que Janelle avait comparu devant ce même juge et m'avait dépeint comme une bombe à retardement, inapte à prendre soin de lui. Chaque matin depuis, je me réveillais dans la cabine de mon vieux pick-up garé derrière le vieux hall des VFW. Le moteur coupé et le monde autour de moi sombre et silencieux. Ma couverture marine, autrefois source de réconfort pendant les gardes froides, me semblait une mince barrière contre une vie qui échappait à tout contrôle. Mais peu importe le nombre d'aubes qui passaient, ma première pensée était toujours pour Lucas. Son sourire timide, la façon dont il relevait ses cheveux derrière son oreille quand il était nerveux, la façon dont il se penchait vers moi lors de nos promenades du soir. Je sentais presque sa présence à mes côtés. Un membre fantôme d'un fils disparu. Chaque soir, après avoir ciré le sol du hall ou réinitialisé les codes d'alarme et les bureaux vides, je me garais devant le portail de l'école de Lucas. J'emportais une petite pile de mots et une poignée de soldats en bois sculptés, chacun étant une réplique miniature de la figurine que j'avais sculptée pour lui le jour de ses 7 ans. J'avais passé des semaines à les sculpter à la main, imaginant que chacun lui rappellerait le père qu'il aimait infiniment. J'avais laissé un mot sous une pierre de seuil, Papa t'aime. Je me bats pour toi. Parfois, j'ajoutais un soldat à côté.
La concierge m'a dit plus tard qu'elle les avait tous retrouvés soigneusement rangés dans un tiroir du bureau, jamais jetés. Cette certitude m'a soutenu pendant les nuits qui me semblaient les plus longues et les jours où l'espoir menaçait de me filer entre les doigts comme du sable. Ce n'était pas seulement l'amour dont j'avais besoin pour reconquérir Lucas. J'avais besoin d'une preuve concrète qui puisse briser les mensonges de Janelle. Son avocat m'avait décrite comme une personne imprévisible. Un vétéran, instable et dangereux. Elle a prétendu avoir souffert d'un épisode de stress post-traumatique qui n'a jamais eu lieu, me dépeignant comme un homme violent, inapte à la paternité. Je pouvais supporter la calomnie, mais pas si cela me coûtait mon fils. J'ai donc fouillé toutes les ressources à ma disposition. Assis à un bureau délabré dans la salle commune du refuge, j'ai épluché les relevés bancaires, comparant les dates des virements au faux contrat d'Auburn, et j'avais découvert. J'ai revisité le bureau de sécurité de la société de crédit immobilier, réclamant les emails archivés que Gérald Hartridge avait tenté de supprimer. J'ai fouillé dans tous les recoins de ma mémoire à la recherche de conversations, de reçus, de tout ce qui pouvait étayer notre dossier, et j'ai refusé de me laisser envahir par le vide. 2 fois par semaine, je retournais au garage où je m'étais porté volontaire pour réparer la chaudière en panne. Le directeur du refuge, qui avait appris que j'étais un vétéran, me laissait bricoler les vieux appareils. Je remplaçais les filtres, colmatais les fuites et, parfois, je m'asseyais simplement près du radiateur. Sa chaleur me rappelait que de petites réparations pouvaient remettre en marche les appareils cassés. C'est là que j'ai rencontré Aubrey Mendes, sortie de la salle d'audience, dans un couloir à des années-lumière du faste judiciaire. Elle a attiré mon regard tandis que je serrais un boulon sur la gaine métallique. « Vous êtes de retour » a-t-elle dit doucement, la voix posée. « Et vous avez l'air prête » lui ai-je adressé un signe de tête en essuyant mes mains graisseuses. « J'ai besoin de votre aide pour récupérer mon fils. » Elle n'a pas hésité. « Alors, construisons vos preuves jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus ignorer la vérité. » J'avais des journées bien réglées. De l'aube au crépuscule dans le camion. Des nuits au hangar des VFW. Des après-midi à rassembler chaque parcelle de preuves qui me permettrait de rétablir mes droits. Pourtant, rien n'était comparable à la douleur de ne pas voir le visage de Lucas. Je revivais nos matinées ensemble. Ses protestations endormies à l'idée de quitter la forteresse d'oreiller qu'il avait construite sous les couvertures. Notre rituel du chocolat chaud et des tasses dépareillées avant l'arrivée du bus scolaire. Sa façon de m'appeler Papa Ours quand je le soulevais pour des câlins supplémentaires. Le soir, je chuchotais à l'intérieur du taxi comme s'il m'entendait. « J'arrive, mon gars. Tiens-toi bien. » Ce petit réconfort me soutenait à travers les moments où les larmes me montaient aux yeux derrière les vitres teintées. Un après-midi, je me tenais devant l'école primaire de Lucas, regardant les enfants déferler sur le trottoir comme une marée. Je serrais un mot dans ma paume. Le message de ce soir, papa se bat pour toi. Toujours. Un garçon d'environ 8 ans me jeta un regard curieux avant de s'éloigner précipitamment. Quelques instants plus tard, une assistante de bureau apparut, le visage doux, glissant le message plié dans sa poche. « Il les garde » murmura-t-elle. « Il n'en a jamais jeté un. » J'exhalais comme si j'avais retenu mon souffle pendant des semaines. Ce n'était pas grand-chose, un bout de papier et un jouet en bois, mais c'était suffisant pour me rappeler que Lucas savait que j'étais là. Cette certitude entretenait la flamme tandis qu'Aubrey et moi travaillions à démêler le tissu de mensonges qui nous entourait. Le dossier qu'Aubrey emportait à chaque audience s'alourdissait à chaque pièce à conviction. Les documents hypothécaires aux signatures falsifiées, les revenus non déclarés transitant par des comptes fictifs. Les transcriptions d'appels téléphoniques que Gérald avait tenté d'effacer des archives. Mais l'élément le plus important restait invisible aux côtés de Janelle. Une vidéo que j'avais filmée avec mon téléphone des mois plus tôt, le 10e anniversaire de Lucas, ses yeux brillants alors qu'il courait vers moi, les bras grands ouverts. Elle avait essayé de la supprimer de notre disque dur partagé, mais je l'avais sauvegardée et conservé chaque image. Cette vidéo, je le savais, serait plus éloquente que n'importe quel oui-dire. Elle montrerait un père aimant et un fils qui lui faisaient entièrement confiance. Chaque soir, j'imagine présenter ces images, les yeux du juge écarquillés, le visage de Janelle blêmissant, l'expression suffisante de Gérald se fendillant. Je repassais chaque ligne des arguments d'Aubrey, la récitation des lois sur la garde des enfants par le juge, mon propre témoignage sur le service et le sacrifice. Dans ses rêves, Lucas courait dans mes bras à la porte du tribunal. Et je le serrais fort contre moi, lui promettant que plus personne ne nous séparerait. À mon réveil, le rêve persistait comme une promesse, une vision qui animait chacun de mes mouvements.
Je n'avais ni maison, ni stabilité au-delà du camion et des bunkers des VFW, mais j'avais toujours mon honneur et le lien indéfectible avec mon fils. Et tandis que je chargeais la dernière pièce à conviction dans mon sac à dos et partais pour une nouvelle garde de nuit, j'emportais avec moi non seulement des outils et des dossiers, mais aussi une conviction inébranlable. Un jour prochain, le fantôme entre nous disparaîtrait, et Lucas et moi reprendrions possession de la vie qui nous était destinée à tous les deux. J'ai rencontré Aubrey Mandé pour la première fois par un matin glacial dans le couloir arrière du refuge, où je m'étais porté volontaire pour réparer une chaudière défectueuse. Le boîtier métallique était froid sous mes doigts lorsque je l'ai ouvert, révélant un enchevêtrement de fils et de tuyaux tachés de suie. J'ai travaillé avec diligence, les mains fermes malgré le froid lorsque j'ai entendu des pas approcher. Je levai les yeux et vis une femme élancée vêtue d'un blazer anthracite, ses boucles sombres retenues par une barrette argentée. Son regard perçant scrutait chaque détail de ma veste d'uniforme par-dessus un sweatshirt usé, les traces de graisse sur mes mains, les cicatrices sur mes jointures. C'était la première personne depuis des mois à ne pas reculer devant mon apparence. « Monsieur Trenholm » demanda-t-elle d'une voix suffisamment claire pour couper le ronronnement du radiateur. J'acquiesçai en essuyant de l'huile sur un chiffon. « Je suis Aubrey Mendes. Je vous représente bénévolement dans votre affaire de garde d'enfants. » Je marquai une pause, pince à la main, surprise par sa franchise. La plupart des avocats que j'avais rencontrés considéraient le scepticisme de la guerre comme une armure. Ils traitaient les vétérans comme des bombes à retardement ou des œuvres caritatives. Mais le regard d'Aubrey n'exprimait ni pitié ni jugement, seulement concentration. « J'ai lu votre dossier », poursuivit-elle. « J'ai vu ce qu'ils ont fait. Je veux aider. » Un soulagement soudain et électrisant m'envahit. J'offris un léger signe de tête reconnaissant. « J'ai apporté les documents que vous avez demandés, » dis-je en plongeant la main dans mon sac de voyage. Nous entrâmes dans un bureau de fortune exigu, aux murs tapissés de guirlandes de Noël clignotantes et de calendriers offerts. Elle ouvrit sa sacoche en cuir et en sortit un dossier en papier craft. « Montrez-moi tout, » dit-elle. J'étalai les reçus, les relevés de prêts hypothécaires, les relevés de virements bancaires et le contrat fédéral notarié révélant les signatures falsifiées. Enfin, je déposai mon bien le plus précieux sur la table. La vidéo de la fête des 10 ans de Lucas, enregistrée sur une clé USB. Aubrey marqua une pause en la voyant, le sourcil levé. « Sait-il que c'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-elle doucement. Une boule me serra la gorge. « Il pense que c'est perdu. Je l'ai conservé au cas où quelqu'un essaierait d'effacer notre histoire. » Elle sourit. Une lueur de chaleur, comme un rayon de soleil après des mois de ciel gris. « C'est une preuve tangible, » dit Miles. Cela ne remet pas seulement en question leur récit, cela le démolit. Au cours des semaines suivantes, Aubrey est devenue plus que mon avocate. Elle est devenue ma stratège, ma confidente et ma plus fervente alliée. Nous nous rencontrions quotidiennement dans ce couloir exigu, entouré de lits et de chaises pliantes offerts. Elle m'a appris à organiser les pièces à conviction, à classer les dossiers et à anticiper les contre-arguments. J'ai appris à parler en termes juridiques, à parler de chaînes de possession plutôt que de « j'ai sauvegardé des vidéos », à demander l'annulation plutôt que d'effacer les fausses ordonnances. Parfois, lorsque je butais sur un jargon juridique, Aubrey me corrigeait gentiment, d'une voix calme et encourageante. « Dis-le comme ça, Miles », me lançait-elle. Et je le faisais, comme si j'apprenais à marcher à nouveau. Langage juridique, posture juridique, vérité juridique. Elle croyait aussi en moi, et cette croyance a restauré une partie de mon être brisé. Quand je suis arrivé dans son bureau, j'étais un vétéran en vêtements délavés vivant dans un camion défini par les mensonges des autres. Aubrey m'a regardé sans ciller et m'a dit « Tu mérites justice ». Comme si elle le pensait pour moi personnellement, et pas seulement professionnellement. Cette simple conviction m'a donné du courage. Je me suis retrouvé plus droit, plus clair, à retrouver les parts de mon identité que j'avais perdues. Soldat, père, homme d'honneur. Elle m'a rappelé ma valeur lorsque le poids de la honte a menacé de m'écraser. Alors que nous préparions l'audience suivante, Aubrey a découvert d'autres stratagèmes du stratagème Artrich. Cachée parmi les documents hypothécaires se trouvait une enveloppe adressée à une société écran. À l'intérieur se trouvaient des courriels de Gérald à la société de titres, lui demandant de transférer les versements de retraite vers un nouveau compte. Nous avons tracé des adresses IP et des numéros de téléphone, cartographiant le réseau de tromperie. Aubrey a fait venir des témoins experts, un expert comptable judiciaire pour témoigner sur les virements frauduleux et un spécialiste en cybersécurité pour confirmer les piratages de courriels.
Elle a même retrouvé la notaire impliquée dans le faux contrat, qui a avoué avoir subi des pressions de Gérald et craindre pour sa réputation. Chaque témoignage recueilli était un clou de plus dans le cercueil de leurs mensonges. Entre deux rendez-vous, Aubrey et moi avons partagé de petites confidences. Elle m'a parlé de son jeune frère qui servait à l'étranger et de son engagement volontaire pour défendre les vétérans, convaincu qu'il méritait plus que des parades de remerciements. Il mérite la vérité et le respect. J'ai évoqué mes déploiements, les cérémonies sur le sable étranger, le reflet du soleil sur l'eau à l'aube. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans le service, le sacrifice et la quête de justice. J'ai commencé à me réjouir de nos conversations, non seulement pour leur valeur stratégique, mais aussi pour leur humanité. Un après-midi, elle m'a tendu un épais classeur. Voici notre manuel de procédure, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvaient les déclarations des témoins, les grandes lignes du contre-interrogatoire et une chronologie détaillée des transactions frauduleuses. Mon regard s'est porté sur le volume intitulé Pièces à conviction G, la vidéo d'anniversaire de Lucas. J'ai passé mon doigt sur le bord de l'onglet. C'est le moment où je craque, ai-je dit doucement. Quand le juge verra cela, tout changera. Aubrey a croisé mon regard et a hoché la tête. Ça va changer. On ne peut pas contredire l'amour d'un père capturé sur pellicule. À l'approche du procès, j'ai ressenti un mélange d'impatience et de nervosité que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais dirigé mon premier peloton à l'étranger. Aubrey m'a expliqué mon témoignage, comment m'adresser au juge, quand marquer une pause, comment contrôler ma respiration. Elle m'a rappelé que je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je devais juste être honnête. Le matin de l'audience, elle m'a tendu une petite carte. Un verset de la Bible, m'a-t-elle dit, l'aidait à garder son calme. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Tu l'as bien mérité, a-t-elle murmuré. En entrant dans la salle d'audience ce matin-là, Aubrey à mes côtés, j'ai ressenti une confiance tranquille. Les lumières de la salle d'audience scintillaient sur sa sacoche, désormais débordante de preuves. J'ai aperçu l'expression suffisante de Janelle à l'autre bout de la pièce, flanquée de ses parents. J'ai pris une inspiration profonde, me remémorant chaque audience de fin de soirée, chaque note pour Lucas, chaque boulon que j'avais serré sur cette vieille chaudière. Je n'étais plus un fantôme dans le système. J'étais un homme porté par la vérité et par la foi inébranlable de la femme à mes côtés. Je m'appelle Miles Trenholm et j'ai servi 22 ans dans le corps des marines des États-Unis. J'ai porté le poids de chaque déploiement, de chaque combat, de chaque lever et coucher de soleil passé sur le pont d'un navire marchand ou au cœur du territoire ennemi. J'étais chargé de médailles, de cicatrices et de fierté. Mais dès que j'ai raccroché l'uniforme, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis rentré chez moi en m'attendant à l'honneur et au respect. Au lieu de cela, j'ai trouvé murmure et jugement. Mon ex-femme Janelle était passée à autre chose en un clin d'œil. Moins de 30 jours après ma libération, elle a demandé le divorce, me qualifiant d'instable, d'inapte, de fardeau. Elle a dit à son avocat que je n'étais qu'un ancien combattant sans abri, un fardeau trop brisé pour élever notre fils ou gérer ma propre vie. Même la petite fortune que je m'étais battue pendant des décennies lui revenait soudain. Le jour de l'audience, je me tenais à quelques pas de moi dans le couloir, vêtu d'un manteau de toile vert délavé qui exhalait une légère odeur de diesel et de terre. J'avais dormi dans mon camion devant le bureau de poste pendant des semaines, travaillant 4 heures par jour comme agent de sécurité de nuit et dormant sous une couverture marine usée dès que j'avais 1 heure de libre. Mes vêtements étaient rugueux. Mon regard était fixe, mais dans l'ombre. J'ai mis la main dans ma poche et touché le papier plié. Une preuve qu'elle n'avait jamais vue venir. Une preuve qui briserait ses accusations et révélerait la fraude de son père. J'ai pris une inspiration, me suis adossé au mur et suis entré dans la salle d'audience. À l'intérieur, la pièce bourdonnait de bavardages discrets. Les murs lambrissés étaient tapissés de peintures à l'huile solennelle représentant d'anciens juges. Le banc du juge de la baie verte brillait sous les lumières incandescentes. Et là, perchés tels des vautours, étaient assis les parents de Janelle, Gérald Hartridge, un avocat d'affaires qui négociait les fusions comme des coups d'échec, et Maureen Hartridge, dont la coiffure impeccable et les robes sur mesure pouvaient faire taire n'importe quelle pièce. Leurs lèvres se sont retroussées en un sourire satisfait en me voyant. J'ai entendu le sifflement discret de Maureen. Regardez-le comme si j'étais une pièce exposée. Gérald fit un signe de tête à l'huissier, qui refusa de me regarder dans les yeux. Je me dirigeai vers ma place assignée à la table de la défense, posai mon sac cabossé par terre et posai les mains à plat sur le bois poli. Je refusai de laisser leur dédain ébranler mon sang-froid.
Ma plaque d'identité de la marine flottait sous ma chemise, me rappelant que je n'avais jamais été vraiment invisible, que j'avais survécu à pire. De l'autre côté de l'allée, Janelle était impeccable dans un tailleur pantalon anthracite, les cheveux tirés en arrière en un chignon lisse. Elle me lança un regard furtif, un pied prêt à me marcher dessus comme une botte de bourreau. Le juge, un homme grand, au regard grave et aux cheveux argentés, entra. Il appela la salle d'audience à voix basse, les menottes claquant. Il jeta un premier coup d'œil à Janelle. Lorsqu'il lui demanda ses arguments, elle se leva et prononça son discours préparé. « Votre honneur, Monsieur Trenham est instable. Il est sans abri depuis des mois. Je crains pour la sécurité de notre enfant dont il a la garde. Je demande la garde complète de notre fils, tous les droits de propriété et le contrôle de la pension d'anciens combattants de Monsieur Trenham pour notre subsistance. » Elle parlait avec une émotion tremblante et Moren s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Gérald griffonnait des notes. Je les observais sans bouger. Je ne l'interrompis pas. Mon heure viendrait. Lorsque Janelle eut terminé, le juge tourna son regard vers moi. Je lissai mon manteau, fouillai dans ma poche et en sortis le papier plié. C'était un document fédéral notarié, un contrat révélant que Gerald Hartridge avait falsifié ma signature pour transférer la copropriété de notre maison et de notre propriété au nom de sa fille. Une manœuvre frauduleuse pour m'effacer complètement. À cela s'ajoutaient des relevés bancaires, des documents hypothécaires et des notifications du fisc américain montrant que les versements de pension avaient été détournés illégalement. Des preuves d'usurpation d'identité, de fraude hypothécaire et de détournement de fonds de pension, le tout orchestré par la famille de Janelle pour me faire passer pour un vagabond. Avec un calme délibéré, je me suis levé. J'ai déposé le papier sur le bureau du juge. Pas de fanfare, pas d'accusation, juste le poids froid de la vérité. Le papier reposait entre nous comme un esprit prêt à exploser. Le juge le ramassa, les sourcils levés à la lecture. Janelle se figea. Gérald se pencha en avant, les lèvres entr'ouvertes. La main de Morin se figea en plein geste. Le silence s'élargit, ravalant chaque supposition murmurée. Puis le juge prit une profonde inspiration et dit, « Verrouillez les portes. Personne ne quitte cette pièce. » Sa voix portait la fermeté d'un chef d'escouade donnant des ordres. À cet instant, je sentis chaque goutte d'adrénaline et de soulagement me submerger. L'huissier se mit au garde-à-vous, fit signe, et les portes se refermèrent avec fracas. La salle d'audience, autrefois théâtre du ridicule, se remplit d'une tension palpable. Les lèvres de Janelle s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Gérald laissa tomber son épingle. Les fausses larmes de Morin s'évanouirent. La dynamique de pouvoir, si méticuleusement construite par la richesse et l'influence de Hartridge, s'effondra en un clin d'œil. Le juge leva les yeux du document et balaya la salle du regard. Il s'adressa d'abord à Janelle, d'une voix basse, mais inflexible. « Mademoiselle Hartridge, ce document indique que vous avez sciemment présenté de fausses déclarations et effectué des transactions financières frauduleuses au détriment de votre conjoint. Cette allégation déclenche une enquête fédérale pour fraude hypothécaire et vol de pension d'anciens combattants. » Il marqua une pause et la fixa du regard. « Jusqu'à nouvel ordre, il vous est interdit de céder vos biens ou de contacter Monsieur Trenham ou votre enfant. » Le visage de Janelle pâlit. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun SMS ne pourrait effacer ce moment. Aucun mémoire d'avocat ne pourrait contrecarrer les preuves irréfutables et irréfutables que je détenais. Gérald se leva en s'éclaircissant la gorge, mais le juge lui fit signe de se taire. J'entendrai d'abord les requêtes du conseil de Monsieur Trenham. J'étais assise, la poitrine haletante, tandis qu'Aubrey Mendes, mon avocat bénévole, s'avançait. Elle ne portait aucune marque de créateur, mais son costume lui allait impeccablement, et sa détermination sereine rivalisait avec celle de n'importe quel général sous les ordres duquel j'avais servi. Elle exposa le reste des preuves, des chaînes de courriels de Gérald aux responsables de la banque, des enregistrements vocaux de Janelle se vantant d'avoir fait le ménage et des images de surveillance me montrant devant l'école Lucas, laissant des soldats en bois sculpté, témoignage de mon dévouement, jamais jeté par l'enseignant qui les avait conservés dans une boîte aux lettres. Chaque élément démontait le récit de Janelle sur le danger et l'instabilité. Lorsqu'Aubrey eut terminé, la salle d'audience semblait aseptisée, dépouillée de tout prétexte. Le juge acquiesça et empila les pièces à conviction. Compte tenu de ces nouveaux éléments, dit-il, j'annule les ordonnances provisoires précédentes. Les droits de garde et de résidence seront réexaminés lors de la prochaine audience,
mais le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants de croire que M. Trinome a été diffamé et victime d'actes frauduleux. Le domicile familial restera sous contrôle conjoint, et les droits de dispersion de M. Trinome seront immédiatement rétablis. Tandis que le marteau descendait, j'exhalais un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de soulagement après des mois de tension. J'entendis le nom de Lucas sur les lèvres du juge. Mon fils était nommé, mes droits reconnus. Je sentis une froideur fondre en moi. La fierté retrouvée, l'honneur restauré. Janelle était assise, les épaules affaissées, leur regard s'embrasant de défaite. Gérald et Maureen échangèrent des regards incrédules. Leur empire de mensonges était en ruine sur le bureau du juge. Lorsque le juge leva l'audience, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Je me retournai, baissant la tête pour éviter une soudaine vague d'attention des journalistes à l'extérieur, mais je ne vis que le sourire rassurant d'Aubray. Je jetai mon sac sur mon épaule, passai devant Janelle, stupéfaite, et sortis. Chaque pas était une reconquête de l'homme que j'étais autrefois et du père que je refusais de cesser d'être. Je n'avais pas vu Lucas, notre fils de 10 ans, depuis 3 longs mois. 3 mois depuis que Janelle avait comparu devant ce même juge et m'avait dépeinte comme une bombe à retardement, inapte à s'occuper de lui. Chaque matin depuis, je me réveillais dans la cabine de mon vieux pick-up, garé derrière le vieux hall des VFW, moteur coupé, et le monde autour de moi sombre et silencieux. Ma couverture marine, autrefois source de réconfort pendant les gardes froides, me semblait une mince barrière contre une vie qui échappait à tout contrôle. Mais peu importe le nombre d'aubes qui passaient, ma première pensée était toujours pour Lucas. Son sourire timide, sa façon de ramener ses cheveux derrière son oreille quand il était nerveux, sa façon de se pencher contre moi lors de nos promenades du soir. Je sentais presque sa présence à mes côtés, membre fantôme d'un fils disparu. Chaque soir, après avoir ciré le sol du hall ou réinitialisé les codes d'alarme et les bureaux vides, je me garais devant le portail de l'école Lucas. J'emportais une petite pile de notes et une poignée de soldats en bois sculptés, chacun étant une réplique miniature de la figurine que j'avais sculptée pour lui le jour de ses 7 ans. J'avais passé des semaines à les sculpter à la main, imaginant que chacun lui rappellerait le père qu'il aimait infiniment. J'avais laissé un mot sous le seuil d'une porte, « Papa t'aime. Je me bats pour toi. » Parfois, j'ajoutais un soldat à côté. La concierge m'a dit plus tard qu'elle les avait tous retrouvés soigneusement rangés dans un tiroir du bureau, jamais jetés. Ce savoir m'a soutenu pendant les nuits qui me semblaient les plus longues et les jours où l'espoir menaçait de me filer entre les doigts comme du sable. Ce n'était pas seulement l'amour qui me manquait pour reconquérir Lucas. J'avais besoin de quelque chose de concret, de preuves qui pourraient démentir les mensonges de Janelle. Son avocate m'avait décrit comme un vétéran imprévisible, instable et dangereux. Elle avait invoqué un épisode de stress post-traumatique qui n'avait jamais eu lieu, me dépeignant comme un homme violent inapte à la paternité. Je pouvais supporter la calomnie, mais pas si cela me coûtait mon fils. Alors, j'ai fouillé toutes les ressources à ma disposition. Assis à un bureau délabré dans la salle commune du refuge, j'ai épluché les relevés bancaires, comparant les dates des virements aux faux contrats qu'Auburn et moi avions découverts. Je suis retourné au bureau de sécurité de la société de crédit immobilier, réclamant les courriels archivés que Gérald Hartridge avait tenté de supprimer. J'ai fouillé dans tous les recoins de ma mémoire à la recherche de conversations, de reçus, de tout ce qui pouvait étayer notre dossier, et j'ai refusé de me laisser envahir par le vide. 2 fois par semaine, je retournais au garage où je m'étais porté volontaire pour réparer la chaudière en panne. Le directeur du refuge, qui avait appris que j'étais un vétéran, me laissait bricoler les vieux appareils. Je remplaçais les filtres, colmatais les fuites et, parfois, je m'asseyais simplement près du radiateur. Sa chaleur me rappelait que de petites réparations pouvaient remettre les choses en état. C'est là que j'ai rencontré Aubray Mendes pour de bon, à l'extérieur de la salle d'audience, dans un couloir à des années-lumière de la pompe judiciaire. Elle a attiré mon attention alors que je serrais un boulon sur la gaine métallique. « Tu es de retour », dit-elle doucement, la voix posée. « Et tu as l'air prête. » Je lui fis un signe de tête en essuyant mes mains graisseuses. « J'ai besoin de ton aide pour récupérer mon fils. » Elle n'hésita pas ensuite, « Construisons vos preuves jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas ignorer la vérité. » J'ai gardé mes journées régimentées, l'aube au crépuscule dans le camion, les nuits dans les hangars VFW, l'après-midi recueillant le visage de Lucas. Des tasses incomparables avant l'arrivée du bus scolaire, la façon dont il a appelé Papa Bear. Dans ma paume. Je me regarda avec des yeux curieux avant de s'éloigner. Quelques instants plus tard,
une assistante de bureau a émergé, son visage doux alors qu'elle glissait le glissement plié dans sa poche. Il les garde, murmura-t-elle. Je n'en ai jamais jeté un. J'ai expiré comme si je retenais mon souffle depuis des semaines. Ce n'était pas beaucoup, un morceau de papier et un jouet en bois, mais c'était suffisant pour me rappeler que Lucas savait que j'étais là. Ses connaissances ont fait brûler le feu tandis qu'Aubrey et moi avons travaillé pour démêler le réseau de mensonges Hartridge. Le dossier qu'Aubrey apportait dans chaque session de la cour est devenu plus lourd à chaque exposition. Les documents hypothécaires avec des signatures falsifiées, les flux de revenus non déclarés canalisant les comptes Shell, les transcriptions des appels téléphoniques. Gérald avait tenté d'essuyer des dossiers. Mais la pièce la plus vitale est restée invisible à côté de Janelle. Un clip vidéo que j'avais capturé sur mon téléphone mois plus tôt, le 10e anniversaire de Lucas, ses yeux brillants alors qu'il se levait vers moi avec des bras grands ouverts. Elle a essayé de le supprimer de notre lecteur partagé, mais j'avais la sauvegardé et a conservé chaque cadre. Ce clip, je le savais, parlerait plus fort que n'importe quel oui-dire. Cela montrerait un père aimant et un fils qui lui faisaient entièrement confiance. Chaque nuit, j'imagine présenter ces images, les yeux du juge s'élargissant, le visage de Janelle pâlit, l'expression suffisante de Gérald se craque. J'ai répété chaque ligne des arguments d'Aubrey, la récitation du juge des statuts de garde, mon propre témoignage sur le service et le sacrifice. Dans ses rêves, Lucas a couru dans mes bras à la porte du palais de justice. Et je le tenais fort, promettant que personne ne nous séparera à nouveau. Quand je me suis réveillé, le rêve s'attarda comme une promesse. Une vision qui a alimenté chacun de mes mouvements. Je n'avais pas de maison, pas de stabilité au-delà du camion et des bunkers VFW, mais j'avais toujours mon honneur et le lien incassable avec mon fils. Et alors que je chargeais la dernière pièce de nos preuves dans mon sac à dos et que je me dirigeais vers un autre changement de garde de nuit, j'ai porté avec moi non seulement des outils et des fichiers, mais une conviction inébranlable. Un jour bientôt, le fantôme entre nous va disparaître, et Lucas et moi récupérerai la vie destinée à nous deux. J'ai rencontré Aubrey Mendes pour la première fois par une matinée glaciale dans le couloir arrière du refuge où je me suis porté volontaire pour réparer une fournaise défectueuse. Le boîtier métallique était froid sous mes doigts alors que je l'ouvrais, exposant un enchevêtrement de fils et de tuyaux tachés de suie. J'ai travaillé avec diligence, mes mains stables malgré le froid quand j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai levé les yeux pour voir une femme mince dans un blazer au charbon de bois, des boucles sombres épinglées avec un clip en argent. Ses yeux étaient nets, évaluant chaque détail de ma veste en uniforme sur un sweat usé, la graisse étouffe sur mes mains, les cicatrices le long de mes jointures. Elle a été la première personne depuis des mois qui n'a pas reculé à mon apparence. Monsieur Trinôme, a-t-elle demandé, la voix assez claire pour couper le bourdonnement du radiateur. J'ai hoché la tête, essuyant l'huile sur un chiffon. Je suis Aubrey Mendes. Je vous représente pro bono dans votre cas de garde. Moi petit, pince à la main, surprise par sa franchise. La plupart des avocats que j'avais rencontrés de scepticisme de guerre comme une armure. Ils ont traité les anciens combattants comme des bombes à titre ou des causes caritatives. Mais les yeux d'Aubrey ne tenaient ni pitié ni jugement, seulement une concentration. J'ai lu votre dossier, a-t-elle poursuivi. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Je veux aider. Un soulagement m'a lancé, net et électrisant. J'ai offert un petit signe de tête reconnaissant. J'ai apporté les documents que vous avez demandés, ai-je dit, en me dirigeant vers Montdufel. Nous sommes entrés dans un bureau de fortune exigu, les murs bordés de lumière de Noël clignotants et de calendriers donnés. Elle a dézippé sa sacoche en cuir et a sorti un dossier de manille. Montrez-moi tout, a-t-elle dit. J'ai présenté des reçus, des relevés hypothécaires, des dossiers de transfert bancaire et le contrat fédéral notarisé révélant les signatures forgées. Enfin, j'ai placé mon atout le plus précieux sur la table, le fichier vidéo de la célébration du 10e anniversaire de Lucas, enregistré sur un lecteur flash. Aubrey s'arrêta quand elle l'a vu. Son front levant. Est-ce qu'il sait que tu as fait ça? Demanda-t-elle doucement. Une bosse s'est rosée dans ma gorge. Il pense que c'est perdu. Je l'ai sauvé au cas où quelqu'un tenterait d'effacer notre histoire. Elle sourit. Un scintillement de chaleur qui ressemblait au soleil après des mois de ciel gris. Ce sont des preuves réelles, Miles. Cela défie leur récit, il le démolit. Au cours des prochaines semaines, Aubrey est devenue plus que mon avocat. Elle est devenue mon stratège, ma confidente et mon allié le plus féroce. Nous avons rencontré quotidiennement dans ce couloir à l'étroit entouré de lits donnés et de chaises pliantes.
Elle m'a appris comment organiser des expositions, étiqueter les fichiers et anticiper les contre-arguments. Les vidéos. Des vêtements, vivant dans un camion, définis par d'autres mensonges. Personnellement, pas seulement professionnellement. Cette simple condamnation m'a donné du courage. Je me suis retrouvé à me tenir plus grand, parlant plus clair, en récupérant les parties de mon identité que j'avais perdues. Soldat, père, homme d'honneur. Elle m'a rappelé ma valeur lorsque le poids de la honte a menacé de m'écraser. Alors que nous nous préparions pour la prochaine audience, Aubrey a découvert plus de couches du programme cardiaque. Cachée parmi les documents hypothécaires a été une enveloppe adressée à une société Shell. À l'intérieur se trouvaient des emails de Gérald à la société de titres leur demandant de relancer les paiements de pension à un nouveau compte. Nous avons tracé les adresses IP et les numéros de téléphone, cartographiant le réseau de la tromperie. Aubrey a organisé des témoins experts, un comptable médico-légal a témoigné sur les transferts frauduleux et un spécialiste de la cybersécurité pour confirmer les hacks de courrier électronique. Elle a même localisé le notaire impliqué dans le contrat falsifié, qui a avoué qu'elle avait été sous pression par Gérald et craignait pour sa réputation. Chaque témoignage que nous avons obtenu était un autre clou dans le cercueil de leurs mensonges. Entre les réunions, Aubrey et moi avons partagé de petites confidences. Elle m'a parlé de son jeune frère servant à l'étranger, et comment elle s'est portée volontaire pour défendre les anciens combattants parce qu'elle croyait mériter plus que des défilés reconnaissants. Ils méritent la vérité et le respect. J'ai parlé de mes déploiements, des cérémonies de sable étranger, de la façon dont la lumière du soleil brillait de l'eau à l'aube. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans le service, le sacrifice et la quête de la justice. J'ai commencé à espérer nos conversations, non seulement pour leur valeur stratégique, mais pour leur humanité. Un après-midi, elle m'a tendu un classeur épais. C'est notre livre de jeu d'essai, a-t-elle déclaré. À l'intérieur se trouvaient des déclarations de témoins, des contours contre-interrogatoires et un calendrier détaillé des transactions frauduleuses. Mes yeux ont tourné vers le volume étiqueté la pièce G, la vidéo d'anniversaire de Lucas. J'ai passé mon doigt le long du bord de l'onglet. C'est le moment où je me brise, dis-je tranquillement. Lorsque le juge voit cela, tout change. Aubrey a rencontré mon regard et a hoché la tête. Ce sera. Ils ne peuvent pas contester avec l'amour d'un père capturé sur le film. À l'approche du jour de l'essai, j'ai ressenti un mélange d'anticipation et de nerfs que je n'avais pas connu depuis que j'ai dirigé mon premier peloton à l'étranger. Aubrey m'a parcouru mon témoignage, comment s'adresser au juge, quand faire une pause, comment contrôler ma respiration. Elle m'a rappelé que je n'avais pas besoin d'être parfait. J'avais juste besoin d'être honnête. Le matin de l'audience, elle m'a tendu une petite carte. Un verset biblique, a-t-elle dit, l'a aidé à rester calme. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Vous avez gagné cela, murmura-t-elle. Quand je suis entré dans la salle d'audience ce matin-là, Aubrey à mes côtés, j'ai ressenti une confiance tranquille. Les lumières de la salle d'audience ont brillé sa sacoche, désormais débordant de preuves. J'ai repéré l'expression suffisante de Janelle à travers la pièce, flanquée de ses parents. J'ai inspiré une inspiration constante, me rappelait chaque séance tardive, chaque note pour Lucas, chaque boulon que je serrais sur cette vieille fournaise. Je n'étais plus un fantôme dans le système. J'étais un homme soutenu par la vérité et par la croyance inébranlable de la femme à côté de moi. J'étais un homme soutenu par la vérité et par la croyance inébranlable du femme à côté de moi. Alors que le juge appelait l'affaire, Aubrey m'a donné un bref hochement de tête. J'ai répondu calmement aux questions, j'ai présenté le clip vidéo avec ma voix stable et j'ai regardé le juge se pencher en avant, les yeux brillants. À cet instant, je savais que le combat était loin d'être terminé, mais je savais aussi que je ne restais plus seul. J'avais un avocat qui croyait en moi, qui m'a vu comme plus qu'un vétéran brisé. Et cette croyance était la preuve la plus puissante de toutes. Je n'ai jamais imaginé que décoller les couches des accusations de Janelle révélerait quelque chose d'aussi insidieux, quelque chose qui a atteint bien au-delà de notre bataille de divorce et de garde. Mais tard un soir, alors que je m'asseyais dans le bureau de Fortune Aubrey et j'avais affirmé dans le coin de l'abri des vétérans, j'ai ressenti la première étincelle d'incrédulité. Mes mains tremblaient en dépliant la dernière découverte. Une deuxième hypothèque enregistrée en mon nom sur la propriété même que je croyais que nous possédions conjointement, un document que je n'avais jamais signé. Il portait la signature cardiaque, l'élégant gribouillis de Gérald et le cachet notaire d'une femme que je jamais rencontrée. Mon cœur a frappé dans ma poitrine. Janelle s'était vantée dans des conversations étouffées de jouer au long jeu,
mais je n'ai jamais soupçonné qu'elle avait enrôlé le poids de son père pour siphonner mes actifs par le biais de canaux fédéraux. Je me suis assis sur la chaise en plastique et j'ai laissé les limites reposer sur mes genoux. Le buste fluorescent au-dessus de la tête, illuminant le tourbillon de poussière dansant dans les airs. Aubrey a plané à proximité, les yeux se sont rétrécis en examinant les documents que j'avais présentés, un relevé bancaire montrant les dispersions mensuelles canalisées dans un compte que je ne connaissais pas, des dossiers de propriété énumérant un maigre dont nous n'avions jamais été racontés et une série de courriels entre Gérald et un courtier hypothécaire non identifié. Même le plus petit détail deviendrait des preuves explosives. Mais j'avais besoin de comprendre toute la portée avant de le présenter. Prenant une profonde inspiration, j'ai retracé la chronologie. Après que Janelle ait demandé le divorce, Gérald avait discrètement organisé une deuxième hypothèque en mon absence en utilisant des formulaires de consentement falsifiés et une ficture de procuration. Il a ensuite redirigé ma pension VA, destinée à me soutenir, moi et notre fils, dans une société d'obus contrôlée par Moren Hartridge, où il était assis à accumuler des intérêts jusqu'à ce qu'il puisse le prétendre comme des rendements d'investissement légitimes. Pire encore, il m'avait signalé par défaut, citant des paiements manqués fabriqués, qui ont menacé de saisir la maison familiale, je pensais que nous étions en copropriété. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils n'essayaient pas seulement de gagner un cas de garde. Ils orchestraient un vol de niveau fédéral de l'identité et des avantages d'un vétéran. Vous voyez ce que cela signifie ? Demanda Aubrey, voix basse mais stable. Elle se pencha, le bout des doigts broutant le bord des enregistrements de la propriété. Ce n'est pas seulement la fraude. Il s'agit d'un complot orchestré pour frauder le gouvernement des États-Unis et voler une pension d'anciens combattants. Nous pouvons leur facturer des avantages des anciens combattants, un vol d'identité, une fraude par filet parce que cela implique un programme de prestations fédérales. Les fédéraux prendront cette affaire. J'ai hoché la tête, avalant fort. Ils ne le verront pas venir. Au cours des prochains jours, je suis devenu un homme possédé. Chaque instant à l'extérieur travail, j'ai consacré à démêler le réseau Hartridge de la tromperie. J'ai tracé les journaux de propriété intellectuelle avec un consultant en cybersécurité qu'Aubrey a apporté, en pincement les jours où Gérald a accédé à mon compte VA. J'ai volé sous le radar aux archives du palais de justice, en examinant chaque signature et en témoignage. Je me suis assis en face de l'ancien agent immobilier de Janelle, une femme timide qui a avoué qu'elle avait été contrainte par Gérald pour garder la bouche fermée, pour signer des documents qu'elle ne comprenait pas, pour ignorer le manque de signatures appropriées. J'ai enregistré son témoignage. Chaque entrée d'arrêt, un poignard au cœur de la conspiration. Quand j'ai fermé les yeux la nuit, la fournaise que j'avais fixée dans le refuge était fredonnée dans mes rêves. Un rappel que de petites réparations pourraient sauver une vie. Mais ce n'était pas une simple réparation. Ce fut une refonte de la décence humaine. J'ai imaginé le visage suffisant de Gérald alors que nos preuves se déroulaient. L'affidavit notarisé, les virements séquentiels, les avis de forclusion envoyés aux adresses que j'ai eu jamais habitées. J'imagine que le choc de Janelle quand elle a réalisé que son récit soigneusement construit d'un vétéran instable désespéré serait démantelé pièce par pièce en cours ouvert. Un soir, tandis que la pluie plaçait contre le toit ondulé, je me suis assis épaule à épaule avec Aubrey, cartographiant nos prochains mouvements sur un tableau blanc gribouillé avec des délais et des audiences. Elle a souligné une liste à puces étiquetée de références fédérales. Il comprenait les documents hypothécaires notarisés, les journaux numériques, le témoignage des agents et les documents d'incorporation de la société Shell. Vendredi, nous soumettons cela au bureau de l'avocat américain, a-t-elle déclaré. Et lundi, nous aurons des enquêteurs fédéraux qui frappent à la porte de Partridge. J'ai tapé mon stylo contre le conseil d'administration. Et qu'en est-il du juge dans notre affaire de garde ? J'ai demandé. Aubrey sourit, un éclair de triomphe éclairant ses yeux. Une fois que le juge entend que les allégations de l'accusé ont été renforcées par votre identité volée et que votre pension a été détournée au niveau fédéral, il n'aura d'autre choix que d'accorder le plein contrôle, cust à vue, finance, tout pour vous. Il tiendra également une audience de preuve sur la fraude hypothécaire. Nous avons tourné les tables. Ils sont sur la défensive maintenant. À l'approche de vendredi, je me suis retrouvé à osciller entre la pépin et l'épuisement. J'ai visité le terminal public poussiéreux du palais de justice pour récupérer des copies certifiées du dossier hypothécaire. Ma signature a forgé, ma vie. J'ai feuilleté les documents, chacun témoignant de l'orgueil de Gérald. Comment un homme de sa stature pourrait-il tout risquer sur un schéma aussi éhonté ? Je me suis arrêté à l'avocat de Record Line sur les documents frauduleux.
Aucun cabinet d'avocats répertorié, juste des entreprises de perdrix. C'était une admission effrontée de l'entreprise d'entreprise. J'ai fait une note mentale pour le mettre en évidence devant le tribunal. Lorsque vendredi matin est arrivé, je suis entré dans le bureau d'Aubrey à Down, trempé d'une averse soudaine. Mon manteau a coulé sur le fond de linoleum alors que je lui remettais les copies certifiées finales. Ici, dis-je, firme. Tout ce dont nous avons besoin, les a-t-elle placés dans le paquet de référence fédéral dossier, ses mains stables malgré la signification. Nous nous sommes assis les uns des autres, le dossier entre nous comme le bouclier et l'épée. J'ai senti le poids de chaque déploiement marin tomber, remplacé par un nouveau but, récupérant mon identité et sécurisant l'avenir de mon fils. Avant de partir, Aubrey a offert une prière tranquille à sa manière. La tête s'inclina, les yeux fermés. Je baissai la tête aussi en gratitude non pas à aucune divinité, mais à la force de la vérité et de la justice que nous avions rassemblées. Puis, pliée-la à la main, elle se dirigea vers la porte. J'ai suivi derrière, chaque étape faisant écho dans le couloir vide, portant la promesse que d'ici la fin de la semaine, le complot Hartridge serait exposé. Leurs secrets se sont mis à nu sous la dure lumière de l'examen fédéral. Alors que je montais dans la rue, la pluie tombant toujours, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Le frisson d'avoir découvert un secret qu'ils n'avaient jamais pensé voir. Le secret qui les a transformés des persécuteurs en défendeurs. Le secret qui reconstruirait ma vie en brique par brique jusqu'à ce que le fantôme de leur mensonge soit vaincu pour de bon. La lumière du soleil du matin a incliné à travers le haut fenêtre de la salle d'audience alors que je suis entré à l'intérieur, l'air croustillant d'anticipation. J'ai redressé mes épaules, résistant à l'envie de tirer sur le col de ma chemise vert olive. Aubrey marchait à côté de moi, ses pas, bien sûr, sa sacoche lourde de preuves. J'ai jeté un coup d'œil à Janelle en passant devant son chemin vers la table du demandeur. Son costume sur mesure immaculé, son maquillage impeccable, chaque coup de pinceau calculé pour transmettre l'innocence et la vulnérabilité. Sa mère planait sur son coude, les joues saupoudrées de juste assez de roux pour attraper la lumière, les mains serrant un mouchoir en dentelle avec des coupeurs désespérés. Son père était rigide dans sa chaise, la veste de costume boutonnée, les lèvres pressées dans une ligne de pratique. Il semblait tout le coup de la famille élevée que j'étais censé être. C'était presque boa. Quel point ils étaient convaincants. J'ai pris ma place à la table de défense et j'ai placé mes mains à plat sur sa surface polie, sentant le grain du bois sous mes doigts. Le juge est entré, en train de commander la salle pour ordonner, j'ai offert un signe de tête respectueux. Pas besoin de mots pourtant. Aubrey Rose pour livrer notre déclaration d'ouverture. J'ai regardé son profil, sa mâchoire forte, sa voix régulière, je peins une image de mon service, de mon personnage et de la stratégie malveillante que la famille riche du cœur avait employée pour me détruire. Elle a établi les contrats forgés, l'hypothèque frauduleuse, les pensions mal orientées, tout en me silencie, permettant à ces mots de faire écho dans la salle d'audience étouffée. Quand c'était à mon tour, le bef a appelé mon nom. Je me levai, le cœur tonnant dans ma poitrine, des pas mesurés à l'approche du stand du témoin. J'ai saisi le pupitre, inhalé et rencontré le regard du juge. « Bonjour, votre honneur, dis-je, la voix calme. Je m'appelle Miles Trenholm. » J'ai senti le regard rassurant d'Aubrey de la table derrière moi. En prenant un souffle, j'ai raconté mes 22 ans dans les marines, les déploiements, les obligations forgées dans des déserts éloignés et sur les mers lancées. J'ai parlé de médailles méritées et d'amitiés perdues, de camaraderie et de sacrifices. Chaque mot s'est installé dans la salle d'audience comme une pierre jetée dans un étang encore. Ensuite, j'ai décrit l'effondrement de mon mariage. Le dossier de divorce de Janelle, ses allégations d'instabilité, la décision de la cour d'accorder sa garde temporaire et le pincement et le gel qui m'ont laissé bloqué. Je n'ai pas crié ni plaidé. J'ai raconté les faits, laissant la salle d'audience absorber la séquence des trahisons. J'ai parlé de dormir dans mon camion derrière le hall VFW, de me réveiller à l'aube et de faire mal à l'absence, laissant des soldats sculptés et des notes à la porte de l'école de Lucas. Chacun témoigne silencieux de mon amour. J'ai vu quelques jurés se pencher en avant, la curiosité vacillant dans leurs yeux. Quand j'ai terminé mon témoignage, le juge a permis un contre-interrogatoire. L'avocat de Janelle Rose, un jeune homme avec une mallette de marin et un air de confiance. Il a essayé de me faire trébucher. Monsieur Trenholm, vous dites que vous avez servi votre pays, mais vous admettez être malhonnête de votre adresse pour recevoir des avantages sociaux. Je me suis tenu la main. Objection, votre honneur, a dit fermement.
Le juge a vécu l'objection et le jeune avocat a été effondré. Un sourire répété. Froncer les sourcils en train de faire un tour de mère et de fille. Pièce F, le contrat fédéral notarisé montrant la signature de Gérald Desforges. Le juge a regardé le document, puis à Gérald, qui a tenté de rétrécir dans sa chaise. La salle d'audience bourdonnait de tension. C'est authentique, a demandé le juge. Oui, votre honneur, Aubray a répondu. Vérifié par des experts indépendants de l'écriture manuscrite dans le notaire elle-même. Le juge a mis le contrat de côté et aborde la voie de la galerie basse mais inquiétante. Cette cour envisage actuellement la possibilité d'une fraude hypothécaire et d'un détournement de pension des anciens combattants. Nous procéderons avec prudence. J'ai regardé l'expression de Janelle s'effondrer tandis qu'Aubray se tourna vers les actions de son père. Elle a présenté des enregistrements vocaux. Janelle riant de tout faire disparaître et l'admission de Gérald qu'il était trop facile de signer son nom quand il était en Afghanistan. Le procureur du bureau du procureur américain, présent en raison de la référence fédérale, s'est penché en avant. Les caractéristiques du juge se durcissent. Ce qui a commencé comme un différend familial s'est transformé en une procédure pénale en vertu de la loi fédérale. À midi, la salle d'audience s'était transformée en théâtre de vérité et d'exposition. Aubray a présenté des preuves méthodiquement, des relevés bancaires, des inscriptions des sociétés Shell, des avis de forclusion. Chaque pièce était une brique dans l'édifice de leur fraude. Les jurés ont échangé des regards. Les spectateurs se sont murmurés. Morène se tamponna les yeux, essayant de maintenir le plaquage du chagrin. Le visage de Janelle était pâle, des lèvres tremblantes. La tentative de sang-froid de Gérald a craqué alors qu'il rencontrait le regard non clignotant du juge. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le juge a appelé à une brève récréation. Je suis retourné à la table de défense, le cœur battant, mais plus léger de la poitrine qu'il ne l'avait été depuis des mois. Aubray m'a offert un mouchoir. J'ai secoué la tête, souriant légèrement. Les murs de mensonges Janelle et ses parents avaient construit ce Détrebet, une brique à la fois. Lorsque le tribunal s'est reconnu, le juge a annoncé qu'il réserverait un jugement jusqu'à la fin de l'enquête fédérale, mais il a indiqué ses impressions initiales. Il annulerait probablement tous les ordres temporaires favorisant Janelle et restaurerait mes droits de garde. Le BEF a enfermé les yeux brièvement avec Gérald avant de signaler le courtroom à ajourner pour la journée. Debout près de la sortie, je me suis permis une petite bouffée de triomphe. Les journalistes ont réclamé des déclarations, mais j'ai secoué la tête. Mon objectif était singulier. Lucas, je me tournai vers Aubray, la gratitude brillait dans mes yeux. Merci, dis-je doucement. Elle hocha la tête. Demain, nous terminons cela. Alors que je montais dans la lumière du soleil décolorante, j'ai senti le poids de chaque lumière soulevée, remplacée par la promesse de justice. La façade au cœur du cœur était en ruine, leur tromperie exposée à tous. Je n'étais plus seulement un vétéran des sans-abri dans leur récit. J'étais Miles Trinum, marin, père et survivant, debout au seuil de récupération de la vie qui m'avait été volée. Les portes se sont fermées derrière la mère de Janelle, et un froid a ondulé dans la salle d'audience. Pendant un moment, tout était suspendu. Les épingles planaient sur les tampons, les chaussures s'arrêtaient au milieu du décalage, et même le bourdonnement terne des lumières fluorescentes semblait s'estomper. Je suis resté assis, les paumes pressées légèrement contre la surface froide de la table de défense, mon cœur battant dans ma poitrine comme le moteur de mon ancien camion. J'ai regardé le visage de Janelle blanche, son sang-froid parfumé s'évaporait dans l'éblouissement du juge. Gérald Hartridge, l'homme habituellement composé, regarda le sol, ses chaussures polies reflétant le grand livre des mensonges qu'il avait construit. Le silence se propage comme une onde de choc, aplatissant chaque accusation chuchotée et sympathie vide sur son chemin. Je sentais que cela se répercute à travers mes os, une solidité que je ne connaissais pas depuis que je mets les pieds dans cet endroit pour rester. Accusé de choses que je n'ai jamais faites. Maintenant, ce même calme était mon allié, me protégeant de leur venin. Le juge a tenu la première feuille du contrat fédéral entre nous, le document qui avait brisé leur récit. Il l'a tapoté une fois contre le bureau, une ponctuation marquant la gravité de ce qui nous attendait. Madame Partridge, a-t-il commencé, lui est stable et sans hâte. Ce contrat est non seulement forgé, mais vous implique, vous et votre père les vétérans financent et commettent une fraude hypothécaire. Ces paroles ont atterri comme une ordonnance, et j'ai senti le souffle de Janelle se rattraper la gorge. À travers le silence, j'ai entendu les ongles de Morène cliquer contre le mouchoir en dentelle,
et la hirondelle à sec de Gérald résonnait comme un avertissement. Personne n'a déménagé. Personne n'a parlé. Le seul son était la respiration mesurée du juge. Chaque exhale portant le poids de la justice imminente, j'ai fermé les yeux pour une fraction de seconde, laissant la tension s'écouler de mes épaules. Pendant des mois, j'avais porté le fardeau de l'incertitude, dormant dans mon camion, me réveillant à la peur de ne plus jamais tenir Lucas. Pourtant, dans ce silence, j'ai trouvé une paix étrange. La certitude que la vérité était de mon côté. Ouvrant les yeux, j'ai rencontré le regard d'Aubre et elle a offert un signe de tête à peine perceptible. C'était le tournant. Quoi qu'il arrive ensuite, le monde saurait que la façade riche en cœur s'était effondrée. À travers l'allée, le visage de Janelle était cendré, son mascara coulant dans de fines rivières. Le visage de Gérald est resté stoïque, mais j'ai vu la tondeuse dans sa mâchoire, la trahison qui court dans ses veines. Le juge a déplié le contrat, scannant ses pages avec une précision clinique. Son doigt s'arrêta à la ligne de signature, mon nom a signé une écriture qui n'était pas à moi. Ceci, a-t-il dit, la voix qui relève juste assez pour traverser la Chamber Huche est une infraction fédérale. Vous vous êtes engagé dans le vol d'identité, la fraude à la retraite et la manipulation hypothécaire. En vigueur immédiatement, cette cour fait référence à ces accusations au bureau du procureur des États-Unis, et je délivre une ordonnance de protection suspendue le contact de Madame Partridge avec Monsieur Trinôme et leur fils. Alors que Gave le planait, suspendu comme s'il attendait la permission de tomber. Puis l'écho est venu. Bam! Le son a résonné dans la pièce, brisant les derniers vestiges de leur contrôle. Le silence qui a suivi a été chargé de l'électricité de la transformation. Lorsque la réverbération des gaves s'estompa, la mère de Janelle a laissé échapper un sanglot étouffé, sa main volant vers sa bouche. Ces larmes étaient une performance sans conviction, un acte qui a sonné creux au milieu de la froide vérité mise à nu sur le bureau du juge. Gérald se leva brusquement, passant devant sa femme, les épaules au carré comme s'il pouvait sauter les conséquences. Pourtant, alors même qu'il se dirigeait vers la sortie, je savais que la vraie chute venait de commencer. Les portes sont restées verrouillées, un rappel tangible que la justice ne se penchait pas pour le pouvoir ou le privilège. Je suis resté assis jusqu'à ce que le juge conclue ses ordonnances. Mes jambes tremblaient avec de l'adrénaline, mais ma colonne vertébrale était droite, ancrée par la connaissance que j'avais survécu à cette bataille. Aubrey était assis à côté de moi, son expression calme, triomphante. J'ai chuchoté un remerciement à travers le petit fossé entre nous, et elle a offert son sourire constant en retour. De l'autre côté de la pièce, Janelle s'est effondrée dans sa chaise, ses épaules s'affaissant sous le poids de l'exposition. Ses parents ont échangé des regards. Aucun mot ne passait entre eux, mais leur silence en dit long. L'héritage de la manipulation de Hartridge était en ruine, et ils ont été laissés au crible à travers les cendres. Lorsque le juge a finalement ajourné le tribunal, le BEF a libéré la serrure sur les portes. Une respiration collective a exhalé dans la pièce alors que l'air remonte à la circulation normale. Les journalistes de la galerie ont cliqué sur leurs épingles, prêts à bondir, mais j'ai levé un coup de main dans l'ordonnance de protection du juge. Pas de questions, pas de confrontation. J'ai rassemblé mes affaires lentement, mon duffel usé mais robuste, le classeur des preuves maintenant d'âge moyen et les victoires ont gagné. Aubrey a glissé et a marché avec moi alors que nous descendions l'allée, sa présence est une assurance constante. À la sortie, je me suis arrêté et j'ai regardé le banc. Le juge, son visage doux, et maintenant que son devoir a été fait, m'a donné un petit signe de tête. C'était la reconnaissance, le respect, quelque chose que je pensais avoir perdu le moment où j'ai quitté les marines. Mais le voici, restauré par la vérité et la persévérance. J'ai dessiné dans une bouffée de l'air frais du couloir. Chaque exhale me libérant des mois de peur. Janelle et ses parents ont été laissés pour compte, mais leurs mineurs les suivraient dans les allées des salles d'audience fédérales et des bureaux d'enquête. Alors que nous sommes sortis dans le cours, le soleil était chaud sur mon visage pour la première fois depuis des lustres. Le poids de ce qui s'était passé s'est installé dans ma poitrine, non pas comme un fardeau, mais comme une armure forgée en silence et bordée par la justice. Aubrey m'a tendu les papiers de l'ordre de protection, et je les ai glissés en toute sécurité dans mon manteau. Nous n'avons pas parlé immédiatement. Aucun mot n'était nécessaire. J'ai levé les yeux vers le ciel, la toile large des possibilités. Cet après-midi, je me rendais au bureau de VA pour restaurer le dépôt direct sur ma pension.